Qu'auriez-vous fait face à l'épidémie du Covid-19 si vous aviez été à l'Élysée aux commandes de la nation? Vous avez d'ailleurs commencé à répondre à cela. Alors, moi, ce que j'aurais fait d'abord, c'est que je me serais entouré d'un aréopage de médecins, ce qu'a fait le président de la République, mais j'aurais déjà vérifié que ce soit des personnes qui n'aient aucun conflit d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques. Et quand je dis ça, je peux le dire, parce que je vous renvoie à mon programme présidentiel de 2017, la proposition 92. J'avais d'ailleurs été asticoté sur France Info, je crois que ça devait être aux alentours du 11 ou 12 avril 2017. J'avais été asticoté par Guy Birenbaum, qui était journaliste à France Info avec une émission avec Apathy, et il avait pointé, vous avez mis votre programme dans votre idée 92, c'est que vous voulez lutter contre les grandes peurs et les grandes pandémies orchestrées par des grands laboratoires pharmaceutiques. Et alors il m'avait considéré comme si j'étais évidemment complotiste, des délirants, et je lui avais dit oui, effectivement, parce que je prenais appui sur ce qui s'était produit déjà avec l'affaire, vous savez, de la grippe porcine, la grippe aviaire, on avait dépensé des sommes folles, et tout ça, on avait su ensuite que c'était des peurs, des paniques qui avaient été orchestrées par des grands laboratoires pharmaceutiques, notamment par un grand groupe américain qui s'appelle WPP, avec Burson Marsteller, qui est une espèce de compagnie, société américaine, qui organise, qui fait des relations publiques, mais on met tout dans les relations publiques. Donc, pour revenir à votre question, voilà, ce que j'aurais fait, c'était un aréopage de personnes qui auraient conseillé, en vérifiant bien qu'ils ne militaient pas spécialement pour une cause plutôt qu'une autre. Ils crèvent les yeux, hein, comme disent les Anglais, ils parlent de elephant in the room. Hein, c'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce, ils crèvent les yeux, que nous avons des gens qui sont en fait, qui promeuvent une solution plutôt qu'une autre, le remdesivir du laboratoire Gilead notamment, et qu'on a l'impression que tous les arguments qui peuvent être opposés à ça sont considérés comme nuls et non avenus. Il y a aussi autre chose, c'est que les premières informations sur cette pandémie ont été connus dès le mois d'octobre ou novembre 2019 et on n'a rien fait. On n'a rien fait, on aurait pu quand même commander des masques en priorité, parce que les masques, là on nous impose des masques, moi je suis un peu comme tous les Français, j'ai des doutes, hein, d'autant plus que moi j'écoute beaucoup de choses, donc on a des avis très tranchés, y compris dans ma famille. Parce que ma fille, qui est médecin, qui est en 8e année de médecine, qui passe sa thèse bientôt, qui est en gynécologie et obstétrique, son compagnon qui est également médecin, eux quand je leur parle, ils sont très mainstream comme on dit, hein, ils sont très... Voilà. Et puis quand je vois d'autres amis ou d'autres médecins qui eux sont du côté plutôt Raoult. Donc moi là-dedans, c'est vrai que je ne sais pas très bien. Mais ce que je sais en tout cas, c'est important ce que vous dites. Vous avez dit 2 fois, je vous ai entendu le dire sur le Covid-19, je ne sais rien. Et je me suis dit, pour quelqu'un qui est toujours, c'est ce qu'il veut, hein, je veux dire, article 50. Oui. Asselineau, article 50, il sait ce qu'il veut. Et là, d'un seul coup, sur le Covid, je ne sais rien. C'est troublant quand même. Qui est prêt à se faire couper une main? Vous êtes prêt à vous faire couper la main, vous, pour dire voilà ce que c'est que le Covid? Moi, ce que je sais, c'est que j'ai l'esprit ouvert. Je regarde ce qui se passe. Il y a des choses qui me paraissent peu crédibles et j'aurais appliqué ce qui est le principe de précaution. Le principe de précaution, c'était d'avoir des masques, par exemple, et de les commander au plus vite, ce qui n'a pas été fait. Parce que l'on impose des masques maintenant où l'épidémie, pour l'instant en tout cas, n'existe plus, même si, paraît-il, elle va recommencer. Et puis, au moment où il y avait l'épidémie, c'est là qu'on n'avait pas de masque. Et reconnaissez avec moi que le gouvernement a quand même été en dessous de tout. C'est pas moi qui l'ai inventé. Vous avez eu Madame Buzyn, vous avez eu Madame la porte-parole, Sibeth Ndiaye, qui expliquait aux Français que porter des masques, c'était néfaste. Et maintenant, on impose, si vous retirez un masque pour manger un pain au chocolat, on vous impose une amende de 135 €. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche et qui donne l'impression aux Français que c'est pas clair, qu'il y a des choses bizarres qui sont derrière. Et je l'ai montré d'ailleurs. Je refais de la publicité pour cette vidéo que j'ai sortie récemment. L'affaire de la Biélorussie et du Covid est absolument incroyable. Le FMI, le Fonds monétaire international, a proposé au gouvernement du président Loukachenko en Biélorussie, alors tout ça n'a rien à voir avec les problèmes politiques par ailleurs, mais il avait proposé depuis plusieurs semaines un prêt de 940 millions de dollars à la Biélorussie, à condition que la Biélorussie change sa politique vis-à-vis du Covid et mette toute la population de confinement et de masque. Mais c'est incroyable. Comment peut-on mélanger? Comment le FMI peut-il donner des décisions, imposer des décisions en ce sens? Et le plus incroyable, c'est quand vous allez sur la réalité des choses. Quand vous voyez le nombre de morts par habitant
dans la plupart des pays occidentaux. Le pompon, si j'ose dire, malheureusement, c'est la Belgique où il y a quelque chose comme 850 morts par million d'habitants de la Covid-19 en Belgique. Mais vous avez l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, le Brésil, la France, tout ça, c'est pas brillant. En France, on était à 450 morts par million d'habitants sur la Covid-19 fin août. J'ai regardé la Biélorussie, ils en sont à 63. Et on va leur donner des leçons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, dans la partie garantir la santé pour tous de votre programme présidentiel et législatif, je me suis intéressé avec mes camarades au point 92. J'aimerais que vous nous l'expliquiez. Engager des poursuites judiciaires contre les officines et les sociétés orchestrant de grandes peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. Je n'ai pas tout à fait compris de quoi il était question. Oh, c'est très simple. Je visais tout particulièrement le scandale qui a concerné le Tamiflu. Voilà. Vous vous rappelez ces grandes pandémies qu'on nous a fait valoir, notamment sur l'affaire de la prétendue grippe aviaire, puis la prétendue grippe porcine. Je rappelle que successivement, à 3 ans d'écart, le gouvernement de Dominique de Villepin avait acheté pour 180 millions de doses de Tamiflu et qui n'en servit de rien. Et ça, c'était sur fonds publics. Et puis, 3 ans après, c'était Madame Roselyne Bachelot qui avait acheté pour 1,8 milliard de doses de Tamiflu, c'est-à-dire le budget de l'INSERM. Et bien, moi, je dis que là-dedans, ça nécessite qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, parce qu'on sait que tout ceci a été très largement orchestré par des entreprises qui orchestrent des familles. Et vous voyez d'autres grandes peurs collectives, puisque c'est votre expression, qui pourrait amener de façon plus générale, je pense qu'il faut il faut soustraire les grandes décisions de la santé au poids des laboratoires pharmaceutiques, qui ont pris un poids excessif et qui nous entraînent parfois dans des déficits abyssaux. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de sérieux. Les propositions que je fais, c'est qu'elles sont fondées sur des faits. D'où la question qu'on vous pose. Eh bien oui, elles sont fondées sur des faits. Nous devons à la fois rétablir la France, parce que lorsque je propose, par exemple, de porter le SMIC à 1 300 € par mois, lorsque je propose qu'il y ait un minimum vieillesse absolu de 950 € par mois. Je vous demandais quelles autres grandes peurs collectives vous envisagez. On parle du SMIC. Eh bien, oui, mais j'aimerais, parce que le temps passe. Je vous ai répondu. J'aimerais, par exemple, que l'on engage des poursuites contre le laboratoire Roche et que l'on voit ce qui s'est passé. Et également contre les entreprises comme Hill & Knowlton ou Burson Marsteller, qui appartiennent au groupe américain WPP, au groupe anglo-saxon, et qui sont spécialisés dans ce genre d'opérations. On vous accuse aussi souvent, monsieur Asselineau, de favoriser des thèses complotistes. Vous avez déclaré sur TF1 « J'en ai assez de cette chasse aux complotistes qui stigmatise les Français qui ont le droit d'avoir des doutes. » Oui, c'est le principe même des doutes. Nous donnerons à la recherche hospitalière son indépendance vis-à-vis des agences régionales de santé et des cartels pharmaceutiques. Nous allons engager des poursuites judiciaires, si nécessaire, contre les officines, les sociétés de désinformation qui orchestreraient à l'avenir des grandes pandémies, des grandes peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand on pense aux sommes phénoménales qui ont été dépensées en pure perte pour avoir le vaccin contre la grippe H1N1, etc., où je rappelle quand même que l'on a dépensé, je crois, le budget de l'INSERM, 1,750 milliard pour acheter du Tamiflu qui n'a servi à rien, si ce n'est que d'agrandir les profits du laboratoire Roche et de celui qui possède la molécule, c'est-à-dire le laboratoire américain Gilead Sciences, eh bien nous, et l'on veillera, et le ministre de la Santé d'un gouvernement UPR veillera tout particulièrement à ce genre de manipulation. Nous réévaluerons à la hausse, bien sûr, les salaires du personnel des hôpitaux de l'assistance publique. Et nous porterons un soin tout particulier au personnel, justement, qui est d'un très grand dévouement, et aussi aux internes en médecine qui, parfois, travaillent pendant des centaines d'heures par semaine, alors qu'ils ne gagnent 3 fois rien. Et là, vous me permettrez d'ailleurs de faire une petite incidente, puisque c'est un petit problème familial. Ma fille est interne en médecine, en gynécologie obstétrique, et elle passe des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures par semaine à travailler, et elle est dans un état d'exploitation invraisemblable quand elle gagne 3 francs 6 sous pour travailler peut-être 70 heures par semaine avec des responsabilités considérables. Ça n'est pas normal que des personnels en soient réduits à cette situation.